Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'action, là où se déroule une véritable bataille à l'échelle microscopique, à l'intérieur même des machines d'usinage. C'est un environnement d'une violence inouïe, totalement invisible à l'œil nu, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors qu'est-ce que ça implique au juste de tailler dans un bloc de métal solide? La question peut paraître simple, mais la physique qui se cache derrière est à la fois fascinante et brutale. On est bien loin d'une simple coupe. En fait, on parle d'un conflit fondamental. D'un côté, on a l'outil de coupe. De l'autre, la pièce à usiner. Et entre les deux, c'est le chaos, des forces absolument colossales, des températures capables de faire fondre bien des métaux. Et un résultat qui est tout simplement inévitable. L'usure, c'est le prix à payer pour chaque copeau de matière arrachée. Cet environnement extrême mène bien sûr directement à la défaillance des outils. Comprendre pourquoi et comment un outil finit par céder, c'est vraiment la toute première étape pour maîtriser le processus. Alors allons-y, creusons le sujet. En gros, un outil peut lâcher de 3 manières. D'abord, une fracture nette, soudaine, si la force appliquée est trop grande. Ensuite, une défaillance due à la température. L'outil chauffe tellement qu'il se ramollit et se déforme. Et enfin, le cas le plus courant et heureusement le plus prévisible, l'usure progressive. C'est sur ce troisième point qu'on va se concentrer. Savoir diagnostiquer l'usure, c'est un peu comme lire l'histoire qui est écrite sur l'outil lui-même. Chaque type d'usure nous raconte comment l'outil a travaillé et pourquoi il commence à fatiguer. C'est donc crucial de savoir reconnaître ces signes. Ce schéma nous montre parfaitement les deux principaux champs de bataille. D'abord, regardez l'usure en dépouille, qu'on appelle aussi flank wear en anglais. Ça se passe sur le côté de l'arête, là où ça frotte contre la surface déjà usinée. Et puis, sur le dessus de l'outil, on a l'usure en cratère ou crater wear, qui est creusée par le passage du copeau brûlant. Et voilà à quoi ça ressemble dans la réalité. À gauche, on voit très bien cette usure en dépouille, cette abrasion sur le flanc de l'outil. Et à droite, c'est l'usure en cratère. Ça a littéralement creusé la face de coupe. Là, on n'est plus dans le schéma, on est dans le vif du sujet. L'usure en dépouille, c'est vraiment la plus commune. C'est une abrasion mécanique, tout simplement due au frottement contre la pièce. Son gros avantage, c'est qu'elle est assez prévisible. Son inconvénient, c'est qu'elle dégrade directement la qualité de la surface de la pièce. Si elle est trop importante, la pièce n'est plus aux bonnes cotes. L'usure en cratère, par contre, elle est un peu plus sournoise. C'est le résultat de la chaleur extrême et de réactions chimiques entre le copeau et le matériau de l'outil. Le copeau chaud vient littéralement manger la surface de l'outil, créant ce fameux cratère qui, à terme, va fragiliser l'arête de coupe jusqu'à la rupture. Bon, face à cette usure inévitable, quelle est notre première ligne de défense? Eh bien, c'est l'outil lui-même. Le choix du bon matériau et d'un éventuel revêtement, c'est absolument fondamental pour espérer gagner la bataille. Le matériau d'outil idéal, c'est un peu le Graal. Il doit posséder 3 qualités qui sont souvent contradictoires. D'abord la ténacité, pour encasser les chocs sans casser. Ensuite la dureté à chaud, pour rester coupant même quand il est rouge vif. Et bien sûr une excellente résistance à l'usure, pour ne pas s'éroder trop vite. C'est tout un art de trouver le bon équilibre. La grande question, avec ou sans revêtement? Cette comparaison résume bien la situation. Un outil non revêtu, c'est souvent un bon choix économique, très efficace dans les matériaux tendres comme l'aluminium. Mais un revêtement, c'est une véritable armure. Ça booste la résistance à l'usure, ça aide les copeaux à glisser et ça permet de pousser les vitesses de coupe beaucoup plus loin, surtout dans des matériaux coriaces. Mais attention, avoir le meilleur outil du monde ne suffit pas. Loin de là. La manière de l'utiliser, c'est-à-dire la stratégie d'usinage, joue un rôle encore plus déterminant. C'est là qu'on peut faire des gains de productivité et de durée de vie absolument spectaculaires. Ce graphique est sans appel. Il nous montre l'usure sur l'axe vertical en fonction de la vitesse de coupe sur l'axe horizontal. Et ce qu'on voit, c'est que la courbe n'est pas du tout une ligne droite, elle est exponentielle. Ça veut dire que si on double la vitesse, on ne double pas l'usure, on la multiplie par 4, 5, voire plus. C'est la preuve visuelle que la vitesse est l'ennemi public numéro 1 de la durée de vie de l'outil. Et cette phrase, qui est le cœur de la fameuse équation de Taylor sur la durée de vie des outils, le dit clairement. Si on veut préserver un outil, il vaut bien mieux réduire la vitesse de rotation plutôt que de réduire l'avance. C'est un principe fondamental à retenir. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, utiliser des entrées en matière douce, en rampe ou en hélice, plutôt que de plonger directement. Ça évite le choc initial. Ensuite, s'assurer que les copeaux sont bien évacués pour ne pas être recoupés, ce qui génère de l'usure pour rien. Et une autre astuce, c'est d'utiliser toute la hauteur de l'arête de coupe pour bien répartir l'usure, au lieu de tout concentrer sur la pointe de l'outil. Ce sont ces détails qui, mis bout à bout, font une énorme différence. On a parlé de l'outil, on a parlé de la stratégie, maintenant, projetons-nous un peu dans l'avenir. La technologie est en train de complètement changer la donne, en nous faisant passer d'une gestion de l'usure où l'on réagit après coup à une approche prédictive et même automatisée. L'idée, elle est simple mais révolutionnaire. Surveiller l'usure en direct pendant que la machine tourne.
Pour ça, des systèmes utilisent des capteurs qui vont écouter la coupe, analyser la puissance consommée, les vibrations, et comparer en permanence l'état de l'outil à celui d'un outil neuf. Et attention, ce n'est pas juste de la surveillance passive, c'est du contrôle adaptatif. Le système peut ajuster les paramètres en temps réel, il va accélérer quand il y a peu de matière à enlever pour gagner du temps, et ralentir dans les passes difficiles pour protéger l'outil. Résultat, on augmente la durée de vie et on peut même lancer des productions la nuit sans surveillance en toute sécurité. Ce qui nous amène à cette question pour conclure. Si une machine devient capable de détecter l'usure au moment même où elle apparaît, et qu'elle peut même décider toute seule de changer d'outil, est-ce qu'on se dirige vers la fin des arrêts de production imprévus et des pièces ratées à cause d'un outil cassé? L'avenir de l'usinage pourrait bien être un avenir sans aucune mauvaise surprise.